Bienvenue à toutes et à tous. Merci de venir à cette conférence. Merci à tous les motivés qui viennent écouter parler d'événements extrêmes un dimanche après-midi. Donc, au moins, les événements extrêmes, c'est des chocs, et quand on prend des chocs, on s'ennuie pas. Donc, j'espère qu'on va pas s'ennuyer. J'en doute pas. Donc, pour introduire un petit peu le contexte, avant de demander à mes intervenantes et intervenants de se présenter, peut-être pour éclaircir un petit peu le débat, donc face au changement climatique, on distingue deux grandes catégories d'actions pour en diminuer les conséquences sur la société. Donc la première, qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est l'atténuation, qui consiste à s'attaquer aux causes du dérèglement climatique en traitant le problème à la source et donc en diminuant notre impact. Donc ça, c'est l'atténuation. La deuxième, c'est l'adaptation, dont on parle un petit peu moins et qui commence à être un thème qui émerge, qui consiste à modifier notre organisation et donc à mettre en place des dispositifs qui permettent de moins souffrir dans un climat qui change malgré tout. Et nous, on va parler aujourd'hui de résilience. Donc ça participe de l'adaptation et je pense que ça ajoute un petit peu cette dimension de capacité à absorber un choc sans rompre, sans provoquer de problèmes en chaîne. Et c'est pour cette raison qu'on a choisi d'orienter cette conférence autour des événements extrêmes, car ce sont eux qui engendrent des chocs importants et qui risquent de produire des déstabilisations importantes pour lesquelles les gens ne sont pas préparés et n'ont pas le temps de s'adapter. Donc peut-être pour rappeler un petit peu certaines notions là-dessus, le dernier rapport du GIEC nous dit que la fréquence et l'intensité de ces événements extrêmes va augmenter. Dans ce rapport, on trouve par exemple que les extrêmes de température progressent plus vite que la température moyenne. Par exemple, un événement de température extrême qui se produit tous les 10 ans en moyenne sera plus chaud de l'ordre de 2,6 degrés pour un scénario de réchauffement à 2 degrés et de l'ordre de plus 5,1 degrés pour un scénario à plus 4 degrés. Donc les événements avec un temps de retour qui sont beaucoup plus longs, donc encore plus intenses et plus dangereux, ça accentue encore cet effet. Et ils sont encore assez mal quantifiés, mais on a idée un peu de la tendance. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est celui des sécheresses de type agricole et écologique. Donc celles qui ont un temps de retour de 10 ans actuellement, elles arriveront entre 2 et 7 fois plus souvent pour un scénario à plus 4 degrés. Donc ça, c'est des chiffres à l'échelle mondiale. Dans cette conférence, on va surtout se concentrer sur la France et sur l'Europe, mais en fait, les enjeux sont importants partout. Le Chiffre Project a récemment sorti un rapport sur la résilience des territoires, dans lesquels les spécificités d'adaptation à l'échelle locale sont examinées. Donc il y a de nombreux sujets à aborder et de nombreuses spécialités qui seraient pertinentes pour ce genre de conférence. Donc aujourd'hui, on a la chance d'en avoir 3. 3 experts sur des sujets distincts. Donc je vais vous inviter à vous présenter et à dire un petit peu ce que vous faites. Bonjour, je m'appelle Alexandre Florentin. Je travaille chez Carbone 4 depuis un certain nombre d'années. Je m'occupe notamment maintenant des questions de formation sur les sujets climat, que ce soit atténuation, adaptation. Et je suis aussi depuis 3 ans élu à la ville de Paris. Et j'ai notamment piloté un travail qu'on a appelé Paris à 50 degrés, sur lequel je pourrais revenir, mais qui s'intéresse à la question des canicules en ville. C'est devenu mon dada. Bonjour à tous et toutes. Alice Gandara, donc je travaille également chez Carbone 4 et moi je suis plutôt spécialisée donc sur l'adaptation au changement climatique. Et notre travail, c'est d'aider les entreprises à construire leur résilience et finalement à comprendre comment elles peuvent être affectées par le changement climatique et comment elles peuvent se préparer à ces changements futurs et comment elles peuvent devenir résilientes vis-à-vis du changement climatique. Donc une spécialité entreprise.
Bonjour à toutes et à tous, Charlène Descolonges, je suis ingénieure hydrologue, auteure du livre L'eau fake or not aux éditions Tana et je suis cofondatrice de l'association pour une hydrologie régénérative, donc on va parler d'atténuation, d'adaptation, mais je vais ajouter une troisième pierre à l'édifice qui est la régénération, et la régénération des cycles de l'eau par l'aménagement des territoires, donc on aura l'occasion d'en reparler. Ok, merci. Peut-être pour introduire cette table ronde, on va déjà essayer d'identifier les impacts et les vulnérabilités des événements extrêmes. Donc peut-être faire un petit tour de table dans vos domaines respectifs. Quel type d'événements extrêmes vous attendez en particulier, ou ceux qui sont le plus marquants pour vous, et quelles conséquences ils peuvent avoir si on met en place aucune mesure de résilience. Donc allez-y dans l'ordre que vous voulez. Donc, déjà à main levée, qui habite en région parisienne? Ok. Donc vous avez la chance d'habiter dans la zone d'Europe où vous avez le plus de chances de mourir de chaud. Et c'est pour ça, alors c'est clairement lié à la densité de cette zone urbaine et à sa minéralité, parce que en soi, il y fait pas tellement plus chaud que dans d'autres endroits, mais cette zone urbaine, elle se comporte comme un radiateur les nuits d'été, et c'est pas mal ça qui tue. Ça tue déjà des gens. En 2022, on a vu une augmentation du nombre de jeunes aussi, d'enfants, d'adolescents qui avaient besoin de passer aux urgences. Donc ça pose un problème pour les humains, et donc c'est déjà un problème de santé publique à Paris. C'est un problème pour toute notre sphère technique, parce qu'en fait, que ce soit dans les cahiers des charges ou parce que ça a toujours été comme ça, en fait, toute notre sphère technique, elle est conditionnée par une plage de température. Donc les exemples les plus connus, ça va être les rails de train qui, au-delà d'une certaine température, se déforment, et donc il faut rouler plus lentement. Mais c'est aussi votre téléphone portable. Moi, je me suis rendu compte de ça l'année dernière. Au moment où je l'ai un peu laissé au soleil, et j'avais une alerte d'Android qui me disait je vais m'éteindre parce que j'ai trop chaud. C'est votre frigo qui, si vous déménagez à Dakar, il est probable qu'en à peu près 1 an, il arrête de fonctionner, parce que lui-même, il a une classe, on appelle ça une classe climatique, et etc. Toute notre sphère technique, elle est encadrée par ça. Et le troisième point, c'est que notre organisation socioculturelle, elle est aussi implicitement liée au climat. Et quand je dis ça, en fait, donc ces 3 points, pour les humains, pour notre sphère technique, notre organisation socioculturelle, on voit tout de suite qu'il y a des gens qui vivent dans d'autres sphères climatiques et qui le vivent bien. Donc ça ouvre tout de suite une première perspective qui est plutôt positive, qui est que il est a priori possible de s'adapter. Mais on va voir, et je pense qu'on va en discuter beaucoup plus par la suite, une des conclusions du rapport Paris à 50 degrés, qui est un travail transpartisan, donc avec toute la classe politique représentée à Paris, donc hors Rassemblement national, et dans ce travail-là, pas la France insoumise, mais sinon avec tous les autres. Une des conclusions, c'était de dire, en fait, on n'arrivera pas à s'adapter à tout, et on n'arrivera pas à tout adapter dans la bonne temporalité, ce qui vient renforcer en fait l'agenda de l'atténuation. Mais ça, peut-être qu'on pourra développer par la suite. Je vais rebondir parce que ce que tu viens de dire finalement, tu as parlé de plusieurs cadres, c'est-à-dire comment le changement climatique peut affecter les personnes, comment il peut affecter les machines, et on peut aussi étendre les bâtiments, les chaînes de valeur, donc les réseaux à la fois électriques, hydro, etc. Et finalement, cette façon-là de penser, très systémique, c'est également celle qu'on peut appliquer à des entreprises. Pour une entreprise, c'est tout aussi important de savoir comment son bâti va réagir. Donc là, on peut penser à des aléas comme, je ne sais pas si vous connaissez, le retrait-gonflement des argiles qui fait finalement grossir et réduire les sols et qui peut conduire à des fractures dans les bâtiments, voire des effondrements. C'est aussi important de savoir comment ces machines vont réagir. Donc là, ce que tu disais sur la température de fonctionnement, c'est très important dans quasiment toutes les entreprises et notamment les industries. Le matériel, il fonctionne suivant une plage de température, et les fortes chaleurs, elles sont très impactantes pour en fait tout l'électronique embarquée.
Et des trop fortes vagues de chaleur, ça peut provoquer un arrêt de la climatisation. Et dans ce cas-là, on a un certain nombre de process qui ne fonctionnent plus. Donc on peut se poser, dans certains cas, ce que ça veut dire, c'est une baisse du rendement de l'entreprise. Donc on peut s'interroger, est-ce que c'est vraiment grave, etc. Mais en fait, s'il s'agit d'actifs vitaux pour nos sociétés, si on parle d'eau, de production d'électricité, de transport, de production alimentaire, là tout de suite, un arrêt peut avoir de fortes conséquences. Un autre aspect, si on va aussi regarder comment les aléas peuvent affecter l'humain, les travailleurs notamment, est-ce que typiquement travailler sous 40 degrés, c'est très difficile et ça peut être dangereux pour la santé. Donc ça, c'est un enjeu pour les entreprises et c'est un enjeu humain. Et de la même manière, si nos employés, si les travailleurs et les travailleuses sont affectés dans leur vie, par exemple, il y a un incendie, moi, mon entreprise n'est pas affectée, mais c'est un drame dans la région, il y a des maisons qui sont détruites. Mentalement, c'est vraiment dévastateur, un incendie. Ça affecte aussi, finalement, la population et donc les entreprises de manière indirecte. Donc ça aussi, on l'étudie. Et finalement, ce que je vous disais, l'aspect systémique, on va regarder comment tout le réseau, toutes les dépendances de l'entreprise vont réagir. Donc à la fois l'eau, est-ce qu'on a assez d'eau pour fonctionner? Est-ce qu'on ne va pas être en conflit d'intérêts avec potentiellement d'autres acteurs plus vitaux? L'électricité, est-ce que c'est disponible de la même manière? Est-ce qu'il va y avoir des coupures potentiellement en période de sécheresse? Transport des marchandises, etc. Donc là, on a commencé à citer quelques aléas, mais en tout cas, ce qui est assez important dans notre travail avec les entreprises, c'est qu'on veut les pousser à se rendre compte de leur dépendance les unes vis-à-vis des autres. Et de la même manière, si on travaille à l'échelle de la société, c'est de se rendre compte de la dépendance en fait de chaque acteur vis-à-vis des autres acteurs. Et c'est là où l'adaptation est compliquée, c'est qu'on ne peut pas la traiter de manière isolée. On doit forcément la traiter de manière systémique. Merci Alice pour avoir posé le cadre et Alexandre aussi. Effectivement, je rebondis là-dessus. En fait, cette dépendance, elle est liée à une seule et même ressource. Il s'agit de l'eau, puisque l'eau, on en a besoin pour absolument tout, pour produire notre énergie, pour produire notre alimentation, pour produire des matériaux, des minerais, etc., etc. Donc en fait, tout est relié à l'eau. Et dans une perspective de croissance verte ou de transition écologique ou de que sais-je, en fait, on va avoir une pression supplémentaire sur les ressources en eau à une période de l'année où on en a le moins, notamment en été, on est en plein dedans. Et donc, on a dans cette vision systémique un enjeu à la fois sur l'eau pour l'alimentation en eau potable des populations, qui augmente en épisode de canicule et de sécheresse. On a toujours des pics de demande pendant les grandes vagues de chaleur. Plus l'eau pour produire notre alimentation, notre agriculture, l'eau pour l'énergie. Ce qu'on voit apparaître déjà, c'est notamment sur le Rhône, un petit retour d'expérience sur 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? L'eau du Rhône était bien trop chaude pour refroidir les centrales, notamment en circuit ouvert. Et puis on avait une baisse de débit assez importante. Donc normalement, les arrêtés préfectoraux auraient dû mettre à l'arrêt, ou en tout cas mettre au minimum ces centrales, le fonctionnement de ces centrales. Et elles ont bénéficié de dérogations, vu la tension énergétique qu'on a connue en 2022 avec la guerre en Ukraine. Donc, elles ont bénéficié de dérogations, les 3 centrales qui sont en circuit ouvert, et sans connaître vraiment l'impact sur les milieux aquatiques. On est déjà en 2022 dans un scénario qu'on n'avait pas forcément anticipé de sitôt. Dans cette même année 2022, le barrage de Serre-Ponçon perdait 60% de sa production hydroélectrique. Donc on est déjà en fait dans des scénarios de conséquences en cascade qui, sur l'énergie, posent des tensions, à la fois sur le secteur énergétique, mais agricole aussi. Donc pose évidemment la question du partage de la ressource en eau, partage des usages, mais aussi respect des besoins en eau des milieux aquatiques. Donc ça, c'est tout l'enjeu et l'objet de ce dont je développe dans le livre. Merci. Donc on va avoir beaucoup de thèmes à aborder. On va essayer de couvrir un maximum. Je reviens un petit peu sur la notion de scénario et de projection. Ça me semble assez en fait relié au thème de cette édition de l'univers shifté. Donc je vais peut-être commencer par des questions sur les notions de risque et d'imaginaire. Donc peut-être une première question pour Alice. Donc, dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut embarquer une société, construire des imaginaires dans la transition,
via un scénario du risque. Est-ce qu'on peut faire peur? Oui, mais comment est-ce qu'on peut rendre ça positif et faut-il le rendre positif et comment? C'est une très bonne question. Là, ça fait 5 minutes que la conférence a commencé. On a déjà parlé de choses finalement assez difficiles à entendre, de points de rupture, de questions de santé, de public, de partage de la ressource. Donc, effectivement, il me semble que c'est un des principaux enjeux de l'adaptation, c'est de réussir à embarquer des personnes en sachant que pour, disons, un public averti qui est soucieux du changement climatique, l'adaptation, c'est accepter finalement une forme d'échec. Parce qu'on s'adapte à un climat du coup qui change, parce qu'on n'a pas suffisamment tôt réussi à prendre en compte les enjeux et à transformer notre société. Et donc, il est assez difficile de se retrouver finalement intermédiaire entre deux chemins. Celui de l'adaptation où il y a donc constat d'échec et il faut quand même trouver l'énergie de se projeter dans quelque chose d'autre, dans un futur résilient. Et pour autant, ne pas abandonner l'atténuation et faire l'atténuation en même temps, et donc réussir à avoir cet autre sentiment qui est celui non pas de l'échec, là, mais de croire en un futur possible, de croire qu'on peut toujours transformer la société et l'amener vers une société finalement bas carbone dans laquelle on limite les effets du changement climatique. Et c'est là finalement que je pense qu'il y a un enjeu pour nous, tous en tant que nous sommes, de réussir à construire un scénario, disons un futur, où à la fois on accepte une forme d'échec et on transforme ce qui doit l'être pour être résilient, et pour autant on reste, disons, ambitieux dans notre volonté de transformer la société. Et je pense que c'est là que c'est difficile, c'est de réussir finalement à cheminer entre les deux. Et du coup, c'est aussi d'autant plus complexe de communiquer sur le sujet. On l'a vu avec le scénario 4 degrés pour le plan d'adaptation au changement climatique qui a fait beaucoup parler de lui, parce qu'en fait, c'est fin de réussir à la fois parler d'adaptation, d'accepter un échec et de continuer à parler d'un besoin de transformation. Donc effectivement, je pense qu'il y a tout un enjeu, tout un imaginaire à créer sur cette question de l'adaptation. On n'en parle pas assez, mais je pense qu'il y a aussi un potentiel, et peut-être que tu pourras aussi en parler, Alexandre, c'est que l'adaptation, ça vient attraper aussi quelque chose de très, finalement, de l'ordre de la survie aussi. Et nous, on le voit dans les entreprises qu'on accompagne, souvent, l'adaptation, ça vient justement, c'est ce que je viens de dire, je veux dire autrement, effectivement, ça vient attraper les personnes vers quelque chose de l'ordre de comment je vais réussir à vivre dans cette société, comment je vais réussir à maintenir une activité, à transformer ce qu'on fait pour survivre en fait. Et ça peut embarquer des personnes. C'est finalement un scénario un peu négatif, mais il y a tout un potentiel, je pense, si c'est fait de manière démocratique, si les gens sont formés, je pense qu'il y a un vrai potentiel d'embarquer la société là-dessus. Là où ça peut être plus difficile pour la transition, puisque la transition, on vient questionner un modèle. Adaptation, le modèle est en rupture, on est face à un danger, donc c'est pas tout à fait la même dynamique. Donc voilà. Justement, je voulais relancer là-dessus sur la manière de le mener. Peut-être qu'on peut commencer à donner des exemples. Donc peut-être Alexandre sur l'importance des scénarios pour se préparer. Est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu la démarche derrière les scénarios Paris à 50 degrés? Est-ce qu'on peut avoir quelques conclusions et quelle suite éventuellement vous lui donnez? Déjà, en fait, j'abonde complètement dans ce que tu dis, Alice, et c'est pas complètement par hasard, parce qu'en fait, pour mener le travail en tant qu'élu, en fait, je me suis aussi beaucoup inspiré de ce que mes collègues faisaient dans le privé. Et donc là, cette mission Paris à 50 degrés, elle est sortie son rapport, il est sorti il y a 1 mois et demi, mais en fait, c'est un travail que je pousse depuis en sous-marin depuis 2-3 ans. L'année dernière, j'avais mené une 40aine d'entretiens de terrain avec des acteurs du 13e arrondissement parce que je suis élu là-bas. Et j'en avais, avec d'autres personnes, on en avait tiré une fiction qui était publiée de manière quotidienne sur Twitter. Et qui, par le hasard du calendrier, fait qu'on l'a publié de manière quotidienne au moment où on était en train de vivre la canicule de juin 2022. Qui venait après un mois de mai déjà extrêmement chaud. Et il y avait ce truc très compliqué à vivre qui était que, en fait, c'était plus si fictionnel que ça. Mais ce qui s'est passé et donc le pari que je faisais en me disant, on va pousser une mission transpartisane qui en gros ressemble à
à une commission d'enquête parlementaire. Vous avez une quinzaine d'élus de tous bords politiques qui auditionnent des gens pendant 5 mois et ensuite ils débattent pendant 1 mois des solutions qu'ils veulent pousser ensemble. Déjà, premier point, on s'est assez vite sorti de la question des scénarios. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, moi je me suis dit, si des élus qui n'y comprennent rien, si on leur fait passer trop de temps avec des climatologues, ils vont sortir de là, ils vont être complètement embrouillés. Ils vont plus savoir si 50 degrés, c'est 2030, c'est 2070, mais c'est avec quel proba, c'est un temps de retour de 100 ans, enfin, trop compliqué. Donc, le point plus 4 degrés, dont on parle là au niveau gouvernemental, mais en fait, personne ne comprend ce que ça veut dire. Plus 4 degrés, alors déjà, c'est quoi? C'est monde, c'est France. Ah, ok. Alors, on nous dit c'est plus 3 degrés monde, donc ça fait plus 4 degrés France, donc en fait c'est plus 5 degrés l'été, donc c'est plus 6, 7, 8 en fonction de la proba, de retour de la canicule. Mais qui comprend ce que ça veut dire plus 7 degrés? C'est pas ça qu'on sent. Ce qu'on sent, c'est une température au niveau du sol, en plein cagnard ou à l'ombre. Et donc, c'est des températures qu'on vous annonce au bulletin météo. Donc déjà, premier choix, c'est on affirme le 50 degrés à Paris. Et on dit, c'est une hypothèse de travail qui n'est pas fictionnelle. On est capable de le justifier un petit peu, mais très rapidement. Et on se dit maintenant, derrière cette formule se cachent des canicules plus tôt, plus tard dans l'année, plus intenses, plus fréquentes et plus intenses en température. Ça, c'est la partie, si vous voulez, lucidité, dans laquelle on regarde ce qui est en train de nous tomber dessus, parce qu'il faut l'ancrer dans le réel. On le projette un petit peu, mais il n'y a pas de projection possible sans que ce soit ancré dans le réel, d'où la somme de témoignages de tel directeur d'école qui nous dit qu'il fait 36 degrés dans sa classe au mois de juin avec ses petits piou-piou, tel restaurateur qui nous parle d'un 57 degrés dans sa cuisine, tel couvreur zingueur qui nous dit que le zinc ça peut monter jusqu'à 70, 90 degrés maintenant. Et donc après, on fait un travail très détaillé, comme ça peut se faire dans les entreprises, de s'il se passe ça au niveau des canicules, qu'est-ce qui peut se passer? Donc c'est là où on entre dans la prospective, mais de la prospective qui est hyper appliquée. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, mais il faut cette base, l'hypothèse que je faisais et qui s'est confirmée par la pratique avec ces 15 élus, c'est qu'en fait, une fois qu'on a dit ça, là on peut parler de choses enthousiasmantes. Parce que maintenant, en fait, le pourquoi est beaucoup plus clair. Et je suis complètement d'accord avec ce que tu disais, Alice. L'atténuation, c'est pour les ours polaires, les gens au Bangladesh. Franchement, tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, si c'était pas le cas, on aurait fait la transition depuis les années 70. Hein. Donc là, par contre, c'est eux, c'est leurs enfants, c'est ici et c'est maintenant, et on peut se projeter un petit peu pour enfin faire des politiques publiques qui soient à la hauteur de l'enjeu. Et c'est là où on vient mettre de l'enthousiasme, et c'est là où il y a quelque chose d'autre qui arrive, qui est que face à l'ampleur de la transformation, ça recentre les gens sur l'essentiel. C'est-à-dire que moi, j'étais halluciné de voir que même les droites n'ont à aucun moment suggéré des solutions qui étaient très intenses en techno. C'était des choses très simples. Et le premier paquet de mesures qu'on a sorti sur les 85 mesures de la mission, c'était sur l'école. Et ça s'appelle protéger nos enfants. Voilà. Et donc là, on revient à la question de la sobriété, qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Et c'est comme ça, en fait, que implicitement, on dégage la question des conflits d'usage. En tout cas, c'est une porte d'entrée. C'est de dire, mais en fait, de quoi on a besoin pour faire société? Ça, on va savoir le protéger si on y va maintenant avec beaucoup de force et de détermination. Mais vous pouvez pas avoir, si vous voulez, c'est un peu comme moi, je suis un fervent défenseur de l'usage du mot de la décroissance, et je termine là-dessus. Décroissance, ok. Tout le vocabulaire autour de la simplicité, le renoncement. Mais en fait, si vous n'avez pas la contraposée de ça, qui est finalement qu'est-ce qu'on chérit et qu'est-ce qu'on veut protéger, vous avez quelque chose qui est déséquilibré. Et par contre, on peut avancer les deux agendas en même temps et de manière très, très cohérente. Merci. On a du coup là on a parlé un petit peu de scénario de risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si l'atténuation elle commence à rentrer un petit peu dans les esprits, l'adaptation c'est encore quelque chose qui
qui peinent à s'imposer dans les débats. Je pense que c'est un petit peu plus émergent. Et donc, dans ce contexte un peu d'urgence et de manque de moyens pour la stratégie nationale d'adaptation, comment est-ce qu'on peut prioriser les axes pour pas s'éparpiller et pour identifier des leviers d'action prioritaires. Donc, par exemple, Charlène, est-ce que tu peux rebondir là-dessus et nous identifier un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place du point de vue de l'eau? Je sais que le gouvernement récemment a mis en place un plan eau. Donc, est-ce que les leviers d'action prioritaires sont identifiés là-dedans? Merci pour cette question. En fait, je répondrai par ce que vient tout juste de dire Alexandre, c'est quel est le besoin. En fait, le plan eau du gouvernement, c'est 53 mesures sur l'eau bleue. En fait, c'est une partie de toute l'eau que l'on consomme chaque jour. En fait, chaque jour, on est autour de 146 litres d'eau par Français à la maison. Mais j'imagine que vous avez sans doute entendu parler de l'empreinte eau. Je sais pas. Je pose une question comme ça. À votre avis, votre empreinte eau, elle se situe autour de quotidienne. Peut-être définir ce que c'est l'empreinte eau. Ah mais non, du coup, je la dis pas tout de suite. Ouais, globalement, c'est toute l'eau que l'on consomme, ou en tout cas qu'on s'approprie sans vraiment le savoir. C'est ça, 5000. Entre 5000 et 7000, ça dépend si on inclut l'énergie. Par jour, par Français. Donc la moitié provient aussi des pays étrangers puisqu'on importe de l'eau virtuelle et en fait 85% de notre empreinte eau, c'est de l'alimentaire, c'est de l'alimentation. Donc c'est essentiellement lié à notre régime carné puisque pour faire de la viande, il faut beaucoup de céréales. Donc pour produire beaucoup de céréales, il faut beaucoup d'eau virtuelle. Donc beaucoup disent oui, mais c'est de l'eau de pluie. Donc mais en fait le problème c'est que cette eau de pluie qui s'infiltre dans les sols, en fait elle est complètement déréglée, dégénérée. L'eau verte, c'est une des limites planétaires qui a été franchie. Donc si en fait on occulte cette question de l'eau verte dans l'empreinte eau, on passe à côté de quelque chose de potentiellement majeur. Et le dernier rapport du GIEC montre justement que y a des téléconnexions qui s'établissent dans le grand cycle de l'eau, notamment au regard de cette eau verte. Et on a besoin de parler d'eau verte. Donc le plan eau du gouvernement, c'est un plan d'eau bleue, c'est pas un plan d'eau verte. On a besoin de rétablir la fonction des sols qui est d'infiltrer. Et on doit infiltrer. Donc tout ce qu'on peut infiltrer, il faut le faire. Et surtout, on a un super allié pour ça, c'est le végétal, les arbres, qui ont ce rôle et cette propriété de régénérer le cycle de l'eau. Donc tout simplement de favoriser le recyclage des petites pluies en été notamment par les phénomènes de condensation, précipitation sur les canopées forestières. Donc plus on arrive à densifier nos arbres et notre forêt, plus on arrivera à régénérer ces petits cycles de l'eau. En revanche, donc priorité peut-être ce sera ça, de régénérer l'eau verte, de régénérer l'eau bleue, mais et je rebondis sur ce que tu as dit aussi, la pédagogie et donc l'éducation, parce qu'en fait si on veut vraiment embarquer tout le monde, on a besoin d'expliquer, on a besoin de dire les choses, d'être assez lucide sur les scénarios et les perspectives à plus 50 degrés, mais sur la question de l'eau, il faut vraiment avoir encore une fois voir les choses de manière systémique, parler d'alimentation, parce qu'en fait, tout tourne autour de ça. Vraiment, le choix de notre alimentation et notre assiette va avoir un impact sur le carbone, va avoir un impact sur la biodiversité et un impact sur l'eau. Donc c'est de l'éducation. Et c'est aussi un choix de société. Je pense que c'est vraiment un enjeu démocratique. Donc tu parlais de ça. Moi, la question que je pose en retour, c'est dans quel espace démocratique va-t-on définir nos besoins? Va-t-on définir nos besoins énergétiques, nos besoins en eau, notre assiette? Donc moi, ce que j'ai un peu identifié, au moins pour l'alimentation, c'est les PAT, les plans alimentaires territoriaux, qui sont une porte d'entrée minuscule, mais qui permettent de parler de tout ça, de l'assiette d'un territoire, de ce qu'on veut produire sur un territoire, de l'eau nécessaire, avec quelle énergie, pour nourrir quelle population, etc. Et puis,
dernier volet, et après je passe la parole, c'est la reconnaissance des droits fondamentaux des hydrosystèmes et des rivières. Pour moi, ça c'est un super levier. Là, je passe déjà dans les solutions parce que j'ai pas non plus trop envie de m'attarder sur les constats catastrophistes, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment un rôle à jouer tous. Chacun d'entre nous, là, dans cette salle, on peut s'intéresser à l'hydrosystème qui coule près de chez nous et donc s'informer sur ce qui se passe. Savez-vous, par exemple, qu'il y a des parlements de l'eau sur votre territoire qui prennent des décisions sur est-ce qu'on va construire une méga-bassine, est-ce qu'on va construire un barrage, est-ce qu'on va reconstruire une centrale nucléaire. En fait, tout ça, c'est débattu dans ces organes et en fait, personne ne le sait. Pour avoir été dans ces instances de gouvernance, les citoyens sont complètement déconnectés de ce qui se passe sur la gouvernance de l'eau. Donc déjà, reconnecter les citoyens à leur hydrosystème et à la gouvernance de l'eau pour vraiment insuffler un changement sur les territoires. Ok, donc autant d'éléments pour faire de la bonne priorisation. Mais peut-être pour prendre un petit peu le sens inverse, là on parle de bonnes pratiques. Mais il y a aussi, il y a pire que faire les choses dans le mauvais ordre. Il y a aussi faire des choses contre-productives. Et là, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est la notion de maladaptation. Donc, il y a de nombreux exemples qu'on peut donner dans le domaine de l'eau. On peut penser aux méga-bassines ou ce genre d'actualité. Mais je vais peut-être poser la question à Alexandre. Comment est-ce qu'on définit ce que c'est une maladaptation ? Comment on caractérise ça? Et une fois qu'on l'a identifié, est-ce que, comment l'éviter en fait, de manière. L'exemple de maladaptation le plus connu, c'est la clim. Donc on a chaud, on met une clim. C'est pas une solution. C'est une solution qui est pas si déconnante que ça quand on n'habite pas dans une zone dense. Quand on habite dans une zone pas très dense. Parce que, contrairement à ce qui se dit beaucoup dans le débat public, en fait, une clim, ça consomme pas tant que ça. Le problème de la clim, c'est pas un problème énergétique, ça consomme beaucoup moins qu'un chauffage. Soit dit en passant, ça veut dire aussi que, à l'heure actuelle, toutes nos règles de construction, les étiquettes énergétiques, je ne sais pas si vous avez vu ça, on en a quand même pas mal parlé ces derniers temps sur on peut plus louer des appartements qui vont être à étiquette E puis F ou dans l'autre sens. Donc c'est une unité d'énergie ramenée à des mètres carrés. Bon ça regarde pas du tout la question de l'été et de la clim. Or, quand on est dans une zone dense comme Paris, ce que vous refroidissez d'un côté, vous le réchauffez de l'autre. Dans une ville comme Hong Kong, les grandes tours en verre, qui sont en fait des serres, on a construit des serres verticales. Ces serres verticales, elles apportent dans l'espace public plus d'énergie que le soleil à midi. Voilà. Donc je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Alors pourquoi je parle de cet exemple de Hong Kong? Je fais une petite parenthèse pour vous donner un aperçu de la vie politique dans ses aspects les moins réjouissants. C'est qu'en fait, à Paris, ces dernières années, on a construit des tours en verre. Mais sauf que il y a eu une pression monumentale des gens qui étaient déjà au pouvoir à ces moments-là, au moment où on fait la mission, pour pas trop mettre la lumière sur ce problème. Mais heureusement, on a des papiers scientifiques dans d'autres pays qui nous donnent des chiffres. Donc ça, c'est la vision très ingénieure du problème. Sauf qu'ensuite, il y a la vision plus, on va dire, je ne vais même pas dire politique, en fait, c'est juste du réalisme de ce qui est en train de se passer. Quand vous habitez sous les toits parisiens, vous avez 4 fois plus de chances de mourir pendant une canicule que si vous habitiez à un autre étage. Ça, c'est les chiffres de 2003, de la grande canicule de 2003. Est-ce qu'on peut vraiment dire à une famille pauvre, avec un petit enfant, est-ce qu'on peut vraiment leur dire de ne pas mettre de clim? Sachant qu'ils ne sont pas propriétaires, et même s'ils étaient propriétaires, ils n'auraient pas l'argent pour isoler, peindre les toits en blanc. Puis alors en plus après on nous dit oui mais les toits en blanc ça change le paysage parisien que sont les toits en zinc.
Et donc il faut pas faire ça, etc., etc. Donc après, là, c'est là où vous voyez en fait, on tombe dans une discussion où la maladaptation, c'est pas que des gens de mauvaise volonté. En fait, c'est aussi une question de à quel moment la force publique elle va intervenir pour éviter que de l'adaptation de très court terme à bas prix nous tire une balle dans le pied dans le futur. Donc je pense que j'ai commencé par le stéréotype de la clim, c'est pas bien, et effectivement c'est pas bien, il faut l'éviter au maximum, et ça se fait beaucoup par du design de bâtiments. Et des fois c'est des trucs très simples, hein. Dans le bâti parisien, quand vous vous baladerez là-bas, vous allez voir, il n'y a pas systématiquement des volets sur les bâtiments. Quand on a vécu dans le sud, c'est hallucinant. On pourrait faire des trucs très simples qui consisteraient à dire vous pouvez pas louer un appartement sous les toits s'il n'y a pas de store extérieur sur les Velux. Déjà rien qu'en faisant ça, en fait, vous gagnez des degrés à l'intérieur. Et donc on voit bien tout de suite qu'en fait il va falloir une intervention massive et très forte. Sinon, si on ne le fait pas pour X raisons, y compris des fois ça peut être pour des raisons patrimoniales qu'on nous dit c'est pas possible de toucher à telle et telle chose, il faut assumer la décision jusqu'au bout, et ça veut dire qu'il y a des lieux qui vont devenir inhabitables. Et c'est là où moi je sais pas quelle est la décision qu'on doit prendre. Mais dans tous les cas, il y a un coût, et on a besoin, et j'ai pas encore trouvé l'espace démocratique opérationnel dans lequel avoir cette discussion. On l'a eu à 15 pendant 6 mois avec des élus. Mais on a pu avoir cette qualité de discussion parce qu'on a eu 5 mois d'audition avant avec des gens reconnus, et les gens qui composaient cette mission de tous bords politiques étaient de très bonnes compositions, c'est-à-dire par exemple il n'y avait pas de gens qui vont nier la parole scientifique. C'est quand même quelque chose, c'est une base pour avoir la discussion, quoi. Et donc voilà, ce que je regrette au niveau national, et je terminerai là-dessus, c'est quand j'ai interpellé le ministre Christophe Béchu, quand il a pris la parole pour la première fois sur le plus 4 degrés, moi j'étais dans la salle. Et donc je lui ai demandé, oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec les architectes des bâtiments de France ? Sa réponse était hallucinante, parce qu'il nous a dit, voilà, dans l'hôtel particulier qui est en fait le ministère de la Transition, on avait des vitraux dont on nous a dit on peut pas les toucher. Et donc, on a fait de la géothermie. Et puis, vous comprenez que à tel endroit, parce que on voit les toits depuis telle église, on va quand même pas les peindre en blanc. Donc là, moi, je tombe de ma chaise et je me dis, on avait partagé ça un petit peu en coulisses. En fait, il y a quand même des gens qui y bitent rien dans cette histoire. Et la question que je pose sur la table, c'est à quel moment on va considérer que c'est criminel ? Parce que là, c'est comme les histoires d'amiante, c'est comme les histoires de sang contaminé. Il y a une question de responsabilité vis-à-vis de la santé des gens. Voilà. Donc on peut parler d'imaginaire positif, mais à un moment, il faut s'énerver aussi. Tu voulais rebondir ? Non, mais une petite question peut-être pour prolonger. Est-ce qu'il y a des exemples, parce que souvent ça me fonctionne par mimétisme, est-ce qu'il y a déjà des villes ou des choses qui ont déjà fait, qui ont sauté le pas pour... Par la force des choses, oui. Mais comme nous le disait dans la mission Magali Regueza du Haut Conseil pour le climat, en gros, Paris va devoir faire en 15 ans ce que les villes du Sud ont fait en plusieurs centaines d'années. Voilà, c'est ça le défi. Le défi, il n'est pas technique au premier ordre. On sait faire des bâtiments, on sait les adapter, etc. Mais maintenant, j'ai plutôt l'impression que tout le monde subit. Alors après, ce qui est génial, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire de R&D sur l'adaptation pour un territoire comme Paris. Il s'agit de dégager la voiture encore plus pour débitumiser massivement, faire pousser plein de plantes grimpantes sur les façades, installer des volets, repeindre les toits en blanc ou venir installer des terrasses en bois par-dessus, comme ça peut être le cas dans une ville comme Venise. C'est prendre des bonnes habitudes dans la gestion des bâtiments pour que, par exemple, les crèches et les écoles, il y a souvent des gardiens-gardiennes qui habitent sur place. Mais par exemple, je ne pense pas qu'ils sachent qu'il faut absolument créer de la ventilation toute la nuit, ce qu'une VMC ne peut pas faire, parce qu'en fait, là, c'est plus une histoire de maintenir la chaleur à l'intérieur. Au contraire, il faut qu'il y ait un courant d'air le plus fort possible pour venir arracher les calories qui se sont mises dans le bâtiment pour les rejeter.
On a plein de sonsolutions hyper intéressantes et enthousiasmantes dans les villes du Sud. Vous avez cette ombrière sur le port de Marseille, cette ombrière qui est en fait une énorme ombrière qui est un miroir inversé. C'est une œuvre d'art avant d'être une ombrière, avant d'être vécue comme une protection solaire. C'est les grands parasols à Médine qui s'ouvrent la journée et qui se referment la nuit pour que les calories puissent comme s'évaporer vers le ciel. Et on peut comme ça, vous voyez bien que tout ça, ça va créer plein de métiers. On pourrait imaginer qu'avant, vous aviez des gens qui venaient allumer et éteindre les éclairages publics. En fait, demain, ils vont devoir lever les voiles. Ils vont devoir, le matin, aller tirer des voiles dans les rues plus étroites pour que ça vienne faire de l'ombre. Et tout ça, en fait, on se dit, moi je me dis, pourquoi pas ? En fait, voilà, si ça se trouve demain, le Louvre, comme c'est raccordé à des systèmes de rafraîchissement avec la Seine, et ça a été pensé pour les œuvres d'art, peut-être qu'on peut avoir comme ça un songe d'une nuit d'été en se baladant dans cet endroit, et puis dans les moments de vraie grave crise avec dômes de chaleur très longs et tout, ça va devenir des lieux refuges. Mais tout ça, il faut l'anticiper, parce que sinon on va le subir. Mais c'est carrément possible. Mais de nouveau, on ne pourra pas tout sauver. Et ça, c'est une des limites que j'avais vues en travaillant sur des entreprises. Ça, voilà. Pardon, je suis désolé, je suis un peu long, je me rends compte. Juste une dernière remarque. Il y a quelques années, j'ai été frappé de voir que McKinsey avait fait une publication, je crois que c'est en 2017, publication vachement bien écrite sur l'adaptation. Ils avaient le bon vocabulaire, c'est tout. Je me dis, mais comment c'est possible qu'ils arrivent à penser aussi bien l'adaptation alors qu'ils n'ont jamais rien dit d'intéressant sur la décarbonation, la décroissance. C'est parce qu'en fait, au premier ordre, ça ne vient pas choquer notre imaginaire de la croissance infinie. On va se dire, en fait, on va s'adapter. Et ça, c'est un des grands pièges de l'adaptation. Est-ce qu'on est sur un ajustement du système ou est-ce qu'en fait, la nécessité nous oblige à avoir quelque chose de beaucoup plus transformatif? Et c'est là où le vocabulaire de l'adaptation, c'est peut-être pas le bon, et même si c'est pas scientifiquement très robuste, je préfère parler un peu plus de résilience, décroissance. Voilà, il y a un truc à créer pour pas tomber dans le piège ni du technosolutionnisme, ni du on fait tout ça pour préserver l'extractivisme, le productivisme et tous les ismes qu'on n'aime pas. Ok. Parmi les sujets que je voulais aborder, parce que je vois que le temps tourne, il y a des questions assez épineuses, mais qui sont quand même essentielles, qui sont celles de la combinaison d'événements extrêmes simultanés. Donc on parle de scénarios à faible probabilité, mais à fort impact, où on peut avoir une combinaison entre deux aléas climatiques. Par exemple, si vous avez une situation de sécheresse sévère avec une canicule, aussi des incendies géants frappent des régions extrêmement sèches en pleine canicule, etc. Donc ça, c'est des scénarios qui sont pas seulement des risques. Pour certains, on sait qu'ils vont se produire, on sait juste pas quand ni où. Donc les questions que je voulais poser là-dessus, c'est peut-être deux déclinaisons. Une au niveau des combinaisons d'aléas climatiques. Quel dispositif de gestion de crise il faut mettre en place, peut-être pour Charlène, pour les aléas climatiques, et aussi je voulais demander à Alice, parce qu'il peut y avoir des scénarios où la situation au niveau d'un pays est dégradée, la situation sociale ou même un contexte qui peut rendre les capacités de réaction difficiles, comme une pénurie par exemple. Donc ça peut-être pour Alice, si tu veux répondre là-dessus. Je peux commencer. Déjà, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Alexandre, sur l'adaptation et le fait qu'on pouvait pas, il fallait pas tomber dans, que ça pouvait être utilisé comme disons l'idée de, on peut toujours s'adapter à tout, etc. On remet pas en cause notre société, on n'a pas besoin de se transformer. Aujourd'hui, l'adaptation, de manière très concrète et très réaliste, elle ne peut être pensée qu'en parallèle de l'atténuation. Et ça, c'est une conclusion qui est très claire pour le coup dans le rapport du GIEC, on ne peut pas s'adapter à tout. Et là-dessus, adaptation pensée sans atténuation et donc sans regarder l'impact finalement des capacités d'adaptation qui sont mises en place, c'est du délire en fait. Ce n'est pas du tout réaliste par rapport aux capacités de notre société.
Et du coup, ça rebondit aussi sur ta question, qui est qu'effectivement, une erreur, je pense, qu'on fait souvent quand on s'intéresse aux aléas climatiques, c'est qu'on les pense de manière isolée. On va penser à juste un feu de forêt, sans se poser la question de « ça fait déjà plusieurs années qu'on a des sécheresses, est-ce qu'on a encore assez de ressources en eau pour aller éteindre ces feux ?» On va penser à des fortes pluies, mais sans regarder s'il n'y avait pas de nouveau eu des sécheresses qui font qu'en fait le sol ne peut plus absorber de l'eau et du coup on n'aura pas juste de la pluie, on va avoir une inondation et potentiellement un glissement de terrain. Donc il y a une première chose à faire, c'est de se rendre compte que les aléas, ils vont pas agir de manière séparée, hyper propre, dans les règles de l'art. Ils peuvent arriver de manière simultanée et venir finalement complètement perturber le système d'une manière qui n'était même pas pensée. Donc là, il y a un vrai enjeu à l'échelle des sociétés, à l'échelle des entreprises, d'avoir ces scénarios. Nous, chez Carbone 4, on appelle ça des scénarios de choc climatique. On imagine plusieurs possibilités. Alors, ça peut être amusant à faire, même si dans le fond, c'est dramatique. Plusieurs possibilités d'enchaînement d'aléas probables. Et on se pose la question, OK, si on a cet aléa, puis un autre, comment réagit mon système? Où est-ce que ça craque? Quand? Et ça, c'est un exercice qu'on doit absolument mener parce que ce ne sera peut-être pas des événements les plus probables, mais ils peuvent être dramatiques pour nos sociétés, cette combinaison-là d'aléas. Et le deuxième point qu'on oublie souvent, c'est que les aléas ne vont pas juste arriver sur des systèmes dans leur meilleur état. Ils vont potentiellement survenir sur des systèmes qui sont déjà fragilisés. Typiquement, l'hôpital. Une sécheresse sur un hôpital, c'est pas juste un système qui fonctionne bien, et puis on regarde, là, il y a une petite perturbation. C'est un système qui est déjà épuisé, où déjà les travailleurs ils sont fatigués, où déjà on rencontre de nombreux problèmes. Déjà, à climat actuel, on a des soucis avec les vagues de chaleur. Et donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est quel est l'état aujourd'hui de mon système. C'est la même chose pour le transport. Le transport, c'est un très bon exemple d'un système qui est déjà épuisé à climat actuel, notamment le train. Les trains, aujourd'hui, tous les étés, c'est plus des aléas, c'est une situation classique. Tous les étés, il y a des problèmes sur les rails, il y a des travailleurs qui s'évanouissent parce qu'il fait trop chaud, il y a des destructions, des dégradations, des déclenchements de feu aussi à cause des trains. Donc en fait, notre système, typiquement le transport, est déjà épuisé. Donc là, pour le coup, il n'y a même pas besoin de se projeter dans quelques années, eux, ils sont déjà au pied du mur en fait. Donc je pense qu'il y a ces deux sujets-là qu'il faut réussir à bien articuler. Les aléas ne vont pas forcément survenir tout seuls. Et deux, quel est l'état de mon système aujourd'hui? Et pour cette deuxième question, au sein des entreprises que nous on fait, c'est qu'on les pousse à essayer de référencer, d'identifier tous les moments où déjà aujourd'hui ça rompt ou c'est pas loin de rompre. Et ça leur permet de se rendre compte, ok, déjà aujourd'hui j'ai toutes ces fragilités. Comment je fais pour que demain, déjà je puisse me renforcer en répondant à ces fragilités et pour autant me transformer pour répondre aux nouvelles qui vont arriver demain. Et là, pour le coup, ça appuie aussi ce que tu disais sur comment est-ce qu'on répond aux besoins d'adaptation. Juste venir mettre des petites mesures réparatrices, des petits pansements, ça ne va pas permettre de transformer. Et potentiellement, le danger que ça peut représenter, c'est que ça va épuiser mon système. C'est-à-dire qu'année après année, je vais utiliser des capitaux financiers, potentiellement, on peut s'arrêter déjà à ça, capitaux financiers, pour venir... Reprenons l'exemple du train. On va venir un peu réparer les rails ici. On va venir mobiliser des personnes en dehors de leurs horaires pour qu'elles viennent faire une maintenance de nuit sur des câbles qui se sont affaissés parce qu'il faisait trop chaud. Mais du coup, ça fait que parce que je suis venue juste venir faire des petites réparations, dans 10 ans, quand là tout s'écroule, j'ai plus les moyens financiers et même humains pour répondre à la problématique qui se pose à moi. Donc il y a aussi cet enjeu-là, cet enjeu de la temporalité. Il faut s'y prendre tôt parce qu'il faut se transformer. Et parce qu'on utilise des systèmes qui sont déjà finalement usés et fatigués. Et même nous, en tant que société, il y a des points où on est usé et fatigué. Donc pour ces raisons-là, pour cette complexité-là, c'est aussi très important de s'y prendre tôt. Merci. Sur la question de l'eau, je vais prendre les deux extrêmes. Sécheresse, inondation, pour moi, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Donc tu l'as rappelé, Alice, en fait c'est vrai que plus on a des sols secs, moins ils sont capables d'infiltrer, donc plus on a de ruissellement. Le problème qui se pose, c'est qu'on a deux facteurs. On a l'aléa climatique qui fait qu'on aura plus de pluie intense, plus de sécheresse, donc une humidité des sols qui va être modifiée, qui va passer d'un extrême à l'autre. Et en plus de ça, on aggrave le problème. En fait, on aggrave notre vulnérabilité puisqu'on continue à imperméabiliser les sols et à détruire des zones humides, des forêts qui sont capables, eux, de tamponner et d'absorber toutes les pluies. Du coup,
on a les deux phénomènes climatiques extrêmes qui vont se produire, à la fois pour des raisons climatiques, mais aussi des questions de vulnérabilité. Donc, ce qu'on risque de voir apparaître en termes de conséquences en cascade, c'est à la fois des inondations très violentes, très intenses, même dans des endroits où on s'y attendait pas. Et une série de conséquences en cascade, à la fois sur des enjeux sanitaires, parce que dès qu'en fait on a une inondation, on a des problèmes sanitaires, des problèmes économiques, des problèmes agricoles évidemment, des pertes agricoles, donc quid de la résilience alimentaire des territoires quand ils sont frappés par une inondation. Et puis quand on a aussi après toute l'éducation, les transports, etc. Et pour les aspects sécheresse, alors là c'est encore pire parce qu'on n'est pas du tout prêt. Vous savez que pour la gestion des risques et des crises, il existe ce qu'on appelle les PCS, les plans communaux de sauvegarde. Ce sont vraiment les maires qui sont à la manœuvre sur la gestion de ces risques-là. C'est un gros annuaire, en gros, classé par ordre alphabétique, risque sécheresse, risque incendie, risque éboulement, blablabla. Risque sécheresse, zéro, niet, enfin en tout cas très très peu documenté, très peu préparé. Et la seule manière en fait de concrétiser la gestion des risques, c'est de faire des exercices. Donc préparer les populations en fait à des scénarios extrêmes, et puis des scénarios en cascade. Autant sur les risques d'inondation, on y arrive à peu près. Paris l'avait fait il n'y a pas si longtemps. Autant sur les risques sécheresse, il se passe rien. Et là, on est encore dans un cycle de sécheresse très grave. La plupart de nos nappes ne se sont pas rechargées cet hiver. On va, en 2023, vivre quelque chose de très compliqué. La plupart des régions vont être touchées et on n'est pas prêt. On n'en parle pas. Si, on a juste les 6 éco-gestes à faire à la maison, merci. Mais c'est très grave, en fait. On n'est pas du tout prêt, en fait, à des pénuries alimentaires, des pénuries énergétiques. Donc voilà, ces risques-là sont très peu appréhendés. Et tu as parlé aussi du risque retrait gonflement argile. France Assureurs, les assureurs de France ont chiffré les dégâts de la sécheresse 2022 à 2 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça va donner en 2023 ? Qu'est-ce que ça va donner dans les prochaines années ? On n'a pas du tout adapté nos infrastructures, nos bâtis, à vivre des sécheresses quand ils sont construits sur des sols argileux. Donc on mesure pas, je pense, encore les impacts en cascade qui vont survenir à l'issue de ces sécheresses. Ok, donc je vois que l'heure tourne et je voudrais mettre un petit mot de conclusion pour dire un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire nous. Donc il y a plein de discussions qu'on peut avoir qui sont passionnantes et qu'on pourra continuer, mais donc vous avez toutes et tous des connaissances. Et maintenant, qui sont les acteurs, que ce soit des politiques, des entreprises, qui doivent mettre en place ces mesures, qui on peut interpeller, sur le rôle aussi des acteurs locaux, que peut-on faire au niveau local. Et donc c'est la question plus générale de quels sont les freins à l'adaptation et quels sont les freins à la prise de ces mesures de résilience. Donc, je pose la question à tout le monde, donc allez-y. Je peux commencer, puis ça va inspirer. Déjà, ça commence par soi, je pense. Vraiment, on est tous acteurs locaux, on habite tous un territoire, on a tous un rôle à jouer. Donc évidemment, je pense qu'on est tous un public plus ou moins convaincu déjà ici, en étant ici aujourd'hui. Mais on a tous vraiment un pouvoir déjà de vote, un pouvoir de consommateur. Un pouvoir d'agir et un pouvoir de participer dans toutes les décisions locales qui sont prises, donc faire pression sur les élus, ouvrir ces espaces démocratiques justement pour parler de tous ces enjeux. Et puis après, au niveau supérieur, évidemment, l'État. Mais j'ai envie de dire, voilà, j'ai pas trop envie de compter sur l'État pour l'instant. C'est pas très encourageant. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont un rôle à jouer, évidemment. Les entreprises aussi ont un rôle à jouer. Elles peuvent, pour le coup, elles sont beaucoup plus agiles et ont moins d'inertie. Voilà, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à faire. Et puis, au niveau citoyen, s'engager dans toutes les structures associatives, tout ce qui permet en fait de vraiment transformer la société. Je vais rebondir sur ce que tu dis, sur le rôle de l'État.
Alors effectivement, il faudrait une force politique assez importante pour mettre en place les projets d'adaptation dont on a besoin. Mais en tout cas, donc, en plus de tous les gestes individuels que tu as déjà très bien cités, je pense que c'est nécessaire aussi d'avoir un travail à l'échelle globale. Et donc c'est difficile de renoncer finalement à ce rôle de l'État, parce qu'il y a besoin, disons, d'un acteur aussi qui vienne pousser et forcer les entreprises à se transformer, mais aussi qui accompagne. Parce que, donc, effectivement, les entreprises, de manière très individuelle, elles sont capables de se transformer, elles peuvent proposer de nouvelles choses, mais parce que justement, c'est ce que j'expliquais un petit peu avant, il y a ce contexte de certains secteurs qui sont très fatigués. Moi, je m'interroge justement sur de quelle manière l'État peut venir supporter ces systèmes-là. Donc, à nouveau, on va les réciter, c'est le transport, c'est l'énergie, c'est l'alimentation en eau potable, c'est la production alimentaire. Des systèmes qui, en fait, sont dans une situation actuellement où, même si ça ne marche pas, ils n'ont pas le choix, il faut que ça marche. L'électricité, même si ça ne marche pas, il faut que ça marche. On ne peut pas, en France, ne plus avoir d'électricité. Et donc là, pour moi, il y a une responsabilité nationale qui est d'aider, en fait, d'accompagner ces acteurs pour qu'ils se transforment face à un défi qui est majeur et qui peut complètement les dépasser et face auquel ils n'étaient pas forcément outillés. Donc pour moi, il y a vraiment un rôle prescripteur, un rôle d'accompagnement de l'État que s'il ne fait pas, en fait, c'est notre société qui est mise en danger puisque ces services-là ne pourront pas perdurer. Et effectivement, ensuite, au sein des entreprises, chacune peut aussi venir, disons, questionner le fonctionnement de l'entreprise, venir pousser finalement les acteurs de plus en plus haut à se poser des questions et à essayer de trouver des solutions. Notamment, une chose qui est vraiment importante, c'est que le changement climatique, donc dans son volet atténuation, mais ça c'est souvent le cas aujourd'hui parce qu'il y a des normes, il y a des règles qui poussent les entreprises à calculer leur empreinte carbone et finalement à se donner des objectifs de réduction. Il faut la même chose sur l'adaptation. Ça commence, mais il faut que la question du changement climatique et de comment mon secteur va être résilient ou pas au changement climatique soit posée dans toutes les entreprises, que ce soit annuel, qu'on identifie les risques auxquels on va rencontrer, comment protéger ces travailleurs et ces travailleuses, et comment être résilient, voire se transformer, si en fait mon activité ne peut pas par nature être résiliente, ni en accord avec la transition. Donc il y a pour moi aussi un rôle essentiel de l'État qu'on ne peut pas abandonner, même si clairement il faut une volonté politique qui aille dans le bon sens, et actuellement c'est un peu désespérant. Et en plus il y a un rôle à faire au sein des entreprises, et là chacun et chacune peut le pousser. En tout cas, s'il y a des fonctionnaires d'État dans la salle, vous savez quoi faire. C'est le mot de la fin aussi ? Oui, on va passer aux questions après. Ok. Je pense qu'il y a, si je m'adresse à vous en tant que, pour la plupart, des professionnels qui travaillent en entreprise ou en collectivité, etc., je pense que c'est à peu près la majorité des shifters, je crois. Il y a une inertie, il y a la force des habitudes qui va être à combattre. Et ça, ce qu'on a appelé dans la mission, on l'a appelé ça, la réponse qu'on met en face dans la mission Paris à 50 degrés, c'est, on a repris une expression qui vient d'I4C, on a appelé ça le réflexe adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de maintenant, à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise quelque part, elle doit se poser la question, est-ce qu'elle nous prépare effectivement à un climat et toutes les autres limites planétaires dégradées? Est-ce que ça va nous aider à danser avec l'incertitude qui s'offre à nous? Cette logique-là, elle peut être aussi un petit peu, c'est ambivalent comme manière de voir les choses, parce que ça peut venir aussi se confronter à une idée de planification. Et ça, c'est une critique que je faisais au PTEF, au plan de transformation de l'économie française, qui par ailleurs a d'énormes vertus, mais qu'on peut faire aussi à la stratégie nationale bas carbone et au dernier plan d'investissement, enfin aux derniers travaux que le gouvernement a sortis, avec notamment Pisani et j'ai oublié sa co-auteure, Mahfouz, merci. Le rapport Pisani-Mahfouz, c'est qu'en gros, tout ça est pensé, on pense la transition dans un climat bien pépère. Voilà. Alors qu'en fait, je pense que ça va être l'inverse qui va se passer, c'est qu'en fait, on va devoir courir après l'adaptation. Donc, à la fois, il faut de la planification et en même temps, il faut se dire, on n'est pas complètement sûr de comment les trucs vont se déclencher, dans quel ordre, avec quelle combinaison. Et donc, ça veut dire qu'il faut lutter contre l'optimisation pour aller vers de la résilience. Et ça, c'est, pour le coup,
un affrontement brutal avec le système économique dans lequel on est, qui est un système qui est très bien pensé pour l'optimisation des coûts et pas du tout pour la résilience. Au-delà de ce qui a été dit précédemment, clairement, alors moi je veux bien qu'on parle de 2026 pour les élections municipales ou 2027 ou des européennes et tout, mais en tout cas il y a tout un tas de gens dans tout un tas de collectivités qui prennent les mauvaises décisions en ce moment. Et ça, il faut leur mettre la pression. Je racontais cette anecdote hier dans l'après-midi avec François Ruffin, en poussant un vœu au Conseil de Paris sur la réduction du trafic aérien des 4 aéroports franciliens. On sait que Anne Hidalgo a reçu des coups de fil de la profession. Elle n'a pas reçu de coups de fil de Mathieu Ozano ou de je sais pas qui dans les sphères environnementales ou d'autres professionnels du tourisme qui pourraient dire oui, nous aussi on est d'accord, en fait il faut anticiper parce que quand New York suffoquera, que l'Espagne sera devenue semi-désertique, qui fera 50 degrés à Paris, il n'y aura pas de touristes, hein. Donc en fait, il vaut mieux qu'on soit les premiers à faire notre transition pour avoir un tissu économique résilient plutôt que d'être les derniers. Ces gens-là, ils existent, mais ils prennent pas la parole de manière collective. Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc qui est fort et ça peut se jouer à différents niveaux. Je reviens sur cet exemple, cette question des toits. Est-ce qu'il y a une association des habitants et des propriétaires des derniers étages pour dire que peut-être qu'il faut une transformation un peu plus rapide, un peu plus massive que ce que nous disent les 10 architectes des bâtiments de France qui ont un droit de vie ou de mort sur n'importe quel projet de rénovation. Je dis pas qu'ils ont toujours tort, parce que moi je suis très content aussi de vivre dans un pays dans lequel il y a une harmonie architecturale, et je suis très content que ce corps-là existe. Simplement, peut-être qu'il faut mettre la pression à la ministre de la Culture pour qu'il se passe quelque chose. Parce que même si ces 10-là, les architectes des bâtiments de France, ils voulaient changer, ils ne pourraient pas en fait. Donc cette pression-là, il faut la faire, et elle peut se faire que de manière collective. Et ensuite, quand je parlais de danser avec l'incertitude, je pense qu'il faut arrêter. Ça y est, on a basculé dans un monde dans lequel ça ne viendra pas d'en haut. Donc moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est j'ai créé... À chaque fois que je croise des voisins dans mon immeuble, je leur dis il y a une petite boucle WhatsApp, et puis dimanche prochain, en fin de matinée, on va prendre un café, juste pour apprendre à se connaître. Puis une fois qu'on a appris à se connaître, je leur dis vous avez pas un peu chaud l'été? Et puis ils me disent on a un peu chaud l'été quand même. Je leur dis est-ce que vous saviez qu'en fait on pourrait faire des trucs de manière collective, sans investissement, ou juste en collant quelques couvertures de survie retournées sur les fenêtres, et que c'est maintenant en fait qu'il faut accumuler de la fraîcheur pour pouvoir passer le mois de juillet et le mois d'août. Et puis il se trouve que dans le lot il y a des propriétaires. Il n'y a pas une assemblée générale des copropriétaires bientôt. Et il se trouve qu'on a un toit pourri. Peut-être que vu qu'on va payer 60 000 balles pour juste mettre les échafaudages, peut-être qu'on pourrait aller un peu plus loin. Et puis au fur et à mesure, bam, on rencontre pour des motifs de convivialité, on s'est dit tiens, je l'habite dans une petite rue, donc on peut la bloquer et faire une fête des voisins. L'étape d'après, une fois qu'il y a ce lien qui est fait, c'est de dire est-ce que on pourrait pas en fait nous-mêmes dégager en même temps des plots et tout. Dégager une rangée de garages là, qui occupent la rue. On commence par y mettre des pots de terre. On ne demande même pas l'autorisation à la mairie. Et peut-être que si dernière rénovation ou Extinction Rébellion ou je sais pas qui d'autre voulait passer un jour avec un marteau-piqueur, ou que Greenpeace, parce que c'est quand même ils sont quand même forts en termes d'escalade, de cordistes et tout. S'ils voulaient monter sur mon toit et le peindre en blanc, sans aucune autorisation, mais avec la bénédiction des habitants, qu'est-ce qui se passerait? C'est de la désobéissance civile, c'est complètement non violent, ça se fait avec les habitants et les habitantes, mais pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait une discussion. Et ça, on a un pouvoir qui est énorme. Et après, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre une partie des autorités devant le fait accompli. Voilà. Donc,
vous êtes 20 000. Voilà. Vous avez une capacité, je pense que vous n'avez pas encore saisi, en tant que shifter, toute l'entièreté de votre pouvoir, parce que vous êtes plutôt dans des classes dominantes qui n'a pas de tradition des luttes. Mais maintenant, je pense qu'il faut se permettre d'oser un peu plus. Je vous y encourage en tout cas. Il nous reste pas mal de temps pour des questions, alors allez-y. J'y vais. Bonjour. Moi, je suis Mélanie. Alors, je vais rebondir sur ce que vous avez dit tous. Le plan communal de sauvegarde, motiver les élus à se bouger. Il se trouve que moi, je suis maire d'une petite commune de 630 habitants. J'ai été élue sur un concours de circonstances. J'ai pas forcément une équipe qui est très sensibilisée à l'urgence climatique. Moi, je le suis parce que j'ai participé à la Convention citoyenne pour le climat. Donc, je suis arrivée, j'ai dit on va faire plein de super trucs. Et j'ai un peu pris une douche froide. Parce que, premièrement, donc la sensibilisation, c'est pas chose facile. On a fait venir Jean-Marc Jancovici pour une conférence pour 62 communes. On avait 50 élus, pas tous les maires. On avait ensuite, on a eu Jean Jouzel, pareil. On n'avait pas, donc on a fait venir un peu des pointures, quoi, des gens un peu sympas, intéressants. Ensuite, on a proposé des fresques aux communes. Donc, il y en a 4 qui ont été faites sur 62 communes. Donc, je me dis, bon, déjà ça, la sensibilisation, c'est pas gagné. On peut pas forcer les gens à venir se former. Là, on est tous dans l'entre-soi, on est tous convaincus. Mais c'est pas gagné. Hier, je suis allée fresquer des ados au SNU à Sablé, là. Et en fait, il y en avait quasiment les 3/4. À la fin, quand on leur demande, alors, ça fait quoi ? Bon, en fait, ça nous concerne pas vraiment parce que nous, on n'a pas d'impact en France. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis un petit peu... Pardon. Et après, le plan communal de sauvegarde. Donc, effectivement, je suis obligée d'en faire un. J'ai reçu un recommandé du préfet, tout ça. Sauf que j'ai jamais fait de plan communal de sauvegarde. Donc, je suis allée chercher sur les réseaux des plans communaux, des autres communes, des machins. J'ai personne pour m'accompagner. Donc avec la meilleure des volontés, je fais comment pour faire mon PCS. En plus, on me dit bientôt il y aura un PIX, plan intercommunal de sauvegarde. Donc ça se trouve, je vais le faire, puis dans 1 an et demi, on va me dire oh non, c'est plus la peine. J'aurais passé des heures à faire un truc de 50 pages. Après, embarquer mon conseil pour le faire. Enfin bon, juste pour dire, on dit oui, les élus, faut qu'ils se bougent. Oui, il faut qu'on se bouge. Mais alors, il faut aussi que l'État nous donne les moyens. Moi, je veux rénover l'école, changer la chaudière à fioul, parce que j'ai une chaudière à fioul. Donc, quand on a fait la convention, la chaudière à fioul, elle me sort un peu par les yeux. Et il y a 300 000 € de travaux. J'ai demandé des aides à l'État, là, 100 000, c'est qu'un tiers. Eh ben non, j'ai rien parce qu'il y avait trop de dossiers, il a fallu faire des choix. Donc, comment on fait donc, on veut bien agir. Après, il y a aussi des leviers. Effectivement, on est élu. Je suis aussi accessoirement, à mes heures perdues, conseillère régionale d'opposition. Et là, pour le coup, convaincre la majorité de se bouger et d'agir, parce qu'on a des super leviers sur la région. Voilà, pareil, on a une fresque qui a été proposée au conseil régional sur 93 élus. On était 20. Donc, comment on force on les fait venir une conférence sur, un truc bidon, et puis on leur fait une conférence de Janco. C'est un sujet, quoi. C'est un sujet de sensibiliser les élus à tout ça. Donc, on fait comment ? Je crois que tu as besoin d'un cercle de parole, hein. Non, mais ouais. Je vais pas te dire le contraire. Pardon, je suis passé au tutoiement parce que ça me touche ce que tu dis. Très franchement, je vais pas te dire ça y est, j'ai la réponse. Alors en plus, c'est un élu parisien, laisse tomber. Moi, il y a un truc qui m'a marqué il y a 10-15 ans, c'est la lecture et l'écoute de Rob Hopkins du réseau des villes en transition, parce que et j'en ai tiré un truc, c'est qu'en fait les gens ils veulent changer, mais ils veulent pas être changés. Donc partant de là, j'ai envie de te dire, t'as déjà 20 alliés sur 93. C'est énorme.
C'est énorme. Là, ce qui s'est passé sur ce que j'ai réussi à appliquer sur les 15 élus qui étaient membres de la mission, qui étaient volontaires pour venir, ou parfois j'en soupçonne quelques-uns d'avoir été mandatés pour venir contrôler ce qui se faisait. Hein. Je crois que j'ai essayé en fait de partir de là où ils étaient et en fait, ok, j'ai un contact qui est très fort avec la science et la technique, mais au-delà de ça, et donc ça me donne une force indéniable, mais au-delà de ça, j'ai pas beaucoup de certitudes. Hein. Dans le bordel qui est en cours et à venir, franchement, je sais pas quoi. Donc, et finalement, je me rends compte que par exemple, pour parler avec des gens qui sont très identitaires et qui ont peur de à quoi va ressembler la France demain, je leur dis mais vous vous rendez compte que si on fait rien, demain vos enfants ils vont devoir boire du vin anglais. La honte. Et j'essaye pas de les convaincre que oui, tout ça est lié à la responsabilité humaine et nos sociétés, etc. Rob Hopkins, il donne l'exemple du fait que il y a des gens, donc il est anglais, et il disait quand on demandait aux gens ce qui était important pour eux, ils ont dit la bière c'est important. Et donc dans leur planification territoriale, ils se sont dit, alors que c'était pas du tout raisonnable économiquement, etc., de produire de la bière localement, mais ils se sont dit, il faut qu'on garde des terrains pour pouvoir faire pousser de houblon et tel autre truc, pour pouvoir produire localement au cas où il se passe des choses. Et alors là, voilà, après c'est aussi des luttes et tout, et je suis étonnamment surpris, en fait, grâce à tout ce qui s'est passé dans les 3 dernières années. En fait, je pense que Paris à 50 degrés, j'aurais jamais réussi à le faire il y a 2 ans. Il y a 3 ans, j'ai soumis l'idée pour la première fois, donc en 2020. En 2021, il y a eu du quasi 50 degrés au Canada. Quelques semaines après, une élue EELV, elle me dit, mais c'était prémonitoire, ton histoire de Paris à 50 degrés.